Bonsoir à tous, bienvenue dans les conférences publiques de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, où nous allons traiter ce soir des friches urbaines. On va essayer de vous faire découvrir cet écosystème qui est souvent méconnu. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Gwendoline Grandin. Je travaille en tant qu'écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et je vais animer ce soir cette conférence sur les friches urbaines. Alors, malgré les conditions de visio, on va essayer quand même de vous faire partir à la découverte de cet habitat un peu hors norme, notamment à travers la découverte d'un web documentaire et de visites virtuelles qui ont été réalisées par des étudiants en master à l'école d'urbanisme de Paris. Ils vont faire une présentation à plusieurs voix. Ils sont nombreux avec nous ce soir. Il y a Léa Bosseron, Lilia Daman, Éléonore Desquesser, Audrey Dulon, Maïssa Naboulsi, Nathan Partouche, Éric Pichon, Antoine Poliakov et Anthony Quinquenel. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous Anne Jarijon, qui est maîtresse de conférences à l'université Paris-Est et qui est responsable du master dont je vous ai parlé. Et on a aussi avec nous Linda Gaillet, qui travaille à l'Institut Paris Région avec moi et qui est responsable de la médiathèque Françoise Choé. Alors pour essayer de maintenir un petit peu d'interactivité durant cette conférence, vous avez à votre disposition un chat qui est normalement situé à droite de votre écran, symbolisé par une petite bulle. Donc vous pouvez échanger entre vous, réagir à ce que vous entendrez, à ce que vous verrez. Et puis il y a un petit module qui s'appelle Q&A. Et on vous invite à adresser les questions que vous souhaitez poser aux intervenants de ce soir directement dans ce module. J'irai une fois que les présentations seront finies, regarder vos questions et je les adresserai directement aux intervenants. Alors, je crois que j'en ai fini avec les consignes pour ce webinaire. Alors, bien sûr, il sera disponible en replay et les présentations vous seront partagées sur notre site internet. Et donc, je vous propose de commencer sans plus attendre par une présentation générale sur les friches urbaines et vous rappeler finalement quels sont les liens avec la biodiversité et en quoi ce sont des espaces importants pour le maintien de la biodiversité urbaine. Alors, qu'est-ce qu'une friche? Alors, c'est une question simple, mais finalement, la réponse ne l'est pas pour autant. En réalité, il n'existe pas de définition pour les friches urbaines. Du moins, en fait, il n'existe pas de définition qui soit partagée par tous. Alors, ceci s'explique en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que la friche, c'est un milieu, un espace qui est très hétérogène. Et on le verra ça tout à l'heure. Et comme c'est un espace qui est très hétérogène, c'est difficile d'y appliquer une définition. En plus, ces friches, elles évoluent au cours du temps, qui les rend finalement difficiles à saisir. Et enfin, on a tous une perception, une représentation différente des friches. Et c'est pourquoi finalement, qu'on soit un usager de la friche, un riverain de la friche, un élu, un écologue, un urbaniste, un économiste, un photographe, un anthropologue, on va pas du tout avoir la même représentation de la friche urbaine. Cependant, il y a quand même quelques éléments de définition qui semblent être partagés par tous, notamment que le fait qu'une friche, ça soit d'un point de vue humain un espace où l'on est abandonné son activité, que ça soit un lieu qui est transitoire entre différents usages, que ça soit un espace qui soit un peu à l'arrêt, comparé à la dynamique dans la ville dans laquelle elle s'inscrit. C'est un espace qui est laissé à la végétation, où la faune et la flore peuvent reprendre leurs droits. Et enfin, que c'est un témoignage du passé. Et donc là, je vous ai mis quelques éléments de définition qui sont proposés par différents auteurs, acteurs.
Et une que j'aime bien, qui est assez poétique, elle est proposée par Chateaubriand, quand en fait il s'exprime à propos des ruines et des friches, où il dit que ce sont le témoignage d'un passé révolu, malgré l'écoulement des âges, comme un appel de ce qui n'est plus vers ce qui a été, un il était une fois, dont il ne reste que des pierres et où la nature a repris ses droits. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a tous des perceptions et des représentations qui sont très différentes des friches, et cette thématique a été abondamment étudiée, notamment en sciences humaines et sociales. Et pour vous faire part un peu des résultats de ces travaux, je vais vous citer deux études. Une première qui a été menée par des étudiants à l'université Paris 8 et qui ont été encadrés par Patricia Pellegrini, qui sont allés interroger les personnes qui se promenaient à côté des friches, qui ne se promenaient pas dans les friches, mais qui étaient à côté, et qui ont demandé qu'est-ce que pour vous ces espaces. Et donc là ressortent des certaines notions assez négatives. Ce serait rien du tout, une poubelle, un dépotoir, quelque chose de sale, un terrain vide et un terrain inoccupé. Ensuite, les étudiants, ils sont allés au sein de ces friches et ils sont allés interroger les personnes qui y trouvaient. Et en fait, un des premiers constats de cette étude, c'est que les friches, elles sont pas en fait inoccupées. Elles ont toutes soit une occupation, soit elles ont été marquées par une occupation, comme on peut des fois en témoigner des objets qui ont été laissés sur place. Et elles servent souvent en fait de lieu de refuge pour des personnes en extrême précarité, par exemple de lieux d'habitation isolés ou bien de campements, de bidonvilles, d'activités de ferraillage. Des fois, on peut y trouver des activités de mécanique, de prostitution, de toxicomanie. Ça, c'est pour tout ce qui est en fait aspect usages illégaux. Mais on peut y retrouver aussi des usages tout à fait légaux, comme celle de la promenade, de la photographie, du jardinage. Des fois, on y retrouve dans ces déchets pratiqués et aussi des activités d'exploration. Une autre étude qui a été réalisée justement sur cette perception, elle a été réalisée par Marion Brun en 2017, où pareil, elle a demandé aux riverains des friches qu'est-ce qu'était cet espace, et là on voit aussi différentes représentations. Pour certains, ce sont des terrains vagues, pour certains des espaces verts, pour certains des décharges. Donc on voit que les friches sont des habitats en fait plus complexes et plus difficiles à définir que ce qui pouvait nous sembler. Alors, si on regarde d'un peu plus près les caractéristiques des friches, euh, quel âge ont-elles finalement? On a admis que les friches étaient des espaces qui étaient temporaires, éphémères, mais il y avait ce besoin de vérifier si c'était vraiment vrai, parce qu'on connaît des friches qui sont très âgées. Et la question se posait vraiment, puisqu'en fait, on connaît des espaces qui sont considérés comme permanents, tels déjà les parcs et des jardins, mais qui au fil du temps, en fait, disparaissent. Et ça a été un peu le sens des travaux qu'a mené ma collègue Audrey Muraté en 2019, qui travaillait à l'ARB encore à l'époque. Et pour essayer de savoir si ces espaces étaient vraiment temporaires, elle a regardé dans le mode d'occupation des sols, qui est un inventaire numérique de l'occupation des sols qui est produit et mis à jour par l'Institut Paris Région, les postes de terrain vacant et les postes de parcs et jardins. Alors, le poste terrain vacant regroupe pas l'ensemble des friches. En fait, il n'existe pas de base actuelle exhaustive des friches, mais ce poste en fait était assez révélateur et reflétait bien la dynamique des friches. Alors pour ce faire, elle a comparé les parcs et jardins qui étaient apparus en 1997 et les terrains vagues qui sont apparus en 1987, c'est ça, et elle les a suivis au cours du temps et suivi leur évolution. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de parcs et jardins diminue très faiblement, très doucement, alors que le nombre de terrains vagues durant cette période, lui, décroît très fortement. En à peine 3 ans, il y a 37% de terrains vagues qui disparaissent. Et donc, ça vient finalement affirmer ce côté temporaire, éphémère que sont les friches. Quand on s'amuse à calculer la moyenne d'âge,
sur cet échantillon, eh bien, on remarque que les parcs et jardins ont une moyenne d'âge de 24 ans ou plus. Alors, ou plus, c'est parce qu'en fait, il existe encore des parcs et jardins apparus en 1987 qui existent encore. Et puis, les terrains vacants, ils auraient une moyenne d'âge théorique de 9 ans plutôt. Alors, les friches, euh, où sont-elles et à quoi ressemblent-elles? En fait, les friches, il y en a dans toutes les villes. Et souvent, elles sont assez nombreuses. Elles sont souvent, en fait, on passe souvent à côté, on les aperçoit pas forcément. Et elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être, par exemple, d'anciens sites industriels, pollués ou abandonnés, d'anciennes zones commerciales abandonnés, des anciens équipements de transport, des chemins de fer, des logements, des anciens terrains, même publics ouverts, imperméabilisés, qui ont été désinvestis avec le temps, des anciens logements, des anciennes habitations, d'anciennes carrières, d'anciens parcs et jardins laissés à l'abandon, d'anciennes pépinières ou même d'anciens vergers. Donc on voit bien que les friches, finalement, elles sont constituées, prennent différentes formes. Ce sont des milieux qui sont extrêmement hétérogènes et qui dépendent énormément, finalement, de leur passé. Euh, et elles vont varier à la fois en surface, mais aussi à l'intérieur de ces friches, des éléments qui la composent. C'est-à-dire qu'on va avoir des friches qui vont être bâties, il va y avoir des friches qui vont avoir des revêtements qui vont être totalement imperméabilisés, il va y avoir des friches qui vont être plutôt à caractère naturel. On pense tout de suite, par exemple, à des vergers qui auraient été abandonnés. Et puis, il y a des friches qui vont présenter une multitude, un mix de bâtis, de construits et d'éléments naturels et de pleine terre. Ces friches, elles sont constituées également de milieux hétérogènes. Alors, ces milieux, ils vont se développer au sein des friches, ils vont être influencés par différents facteurs à la fois physiques, chimiques et environnementaux. Par exemple, la pollution et la constitution des sols, l'exposition à la lumière, la proximité d'eau. Et donc, ces différents facteurs vont influencer la végétation qui va venir se développer sur ces espaces. Et si vous voulez, cette végétation, elle est dynamique. Et elle va finalement suivre un processus assez régulier. En premier, ce sont des plantes dites pionnières qui vont venir s'installer sur des sols qui ont été perturbés, des sols assez pauvres, qui peuvent être pollués, des remblais, retournés, des fois même imperméabilisés. Par exemple, ça peut être des coquelicots, des, euh, des moutardes, des kénopodes. Et ces plantes pionnières, elles vont former ce qu'on appelle des communautés et des milieux pionniers. Et ces milieux pionniers, ils vont servir de support à l'installation d'un autre type de végétation qui, eux, ont besoin que le sol soit colonisé pour s'installer. Et donc, avec le temps, on va s'installer des friches, des prairies, des milieux plus denses, qui peuvent être composés de vipérines, par exemple, ou de graminées. Et puis ensuite vont venir les premiers arbustes, à l'ombre desquels va pouvoir pousser les arbres, et le milieu va petit à petit se refermer pour devenir un boisement. Et donc, l'âge d'une friche peut un peu s'estimer en fonction de la hauteur de la végétation. Et donc, ces différents milieux, pionniers, prairies, mais fourrés, boisements, eh ben, on va les retrouver tous au sein d'une même friche. Et ils vont être en interaction les uns avec les autres. Donc, les friches, c'est à la fois des espaces qui sont très hétérogènes et des espaces qui habitent des milieux qui sont très différents et très hétérogènes. Donc, des milieux vraiment très complexes. Ces dernières années, les écologues se sont intéressés aux friches et ont mené de nombreux travaux qui ont démontré leur importance dans le maintien de la biodiversité urbaine. Un des premiers résultats qui a été mis en lumière, c'est que ces friches, elles abritent une diversité, une richesse floristique qui est plus importante que d'autres espaces de nature en ville, que peuvent être par exemple des parcs, des golfs, des jardins, des cimetières, des zones en agriculture urbaine. Pour montrer notamment les travaux
qui ont été menées par le Muséum national d'histoire naturelle et le Conservatoire botanique national du bassin parisien, où il y a eu des inventaires floristiques qui ont été réalisés sur tous les espaces de nature qu'on retrouvait en ville sur le territoire des Hauts-de-Seine. Et donc les friches sont les espaces avec la plus grande richesse floristique. On a retrouvé 365 espèces de plantes qui représentent 58% de la richesse spécifique observable dans les Hauts-de-Seine. Et ces résultats, ils ont été retrouvés dans d'autres grandes villes européennes et aussi en Seine-Saint-Denis, où a été menée une étude qui s'appelle Projet Westland, qui visait justement à comparer euh, la composition des terrains vagues, des friches, avec celle d'autres espaces de nature que sont les squares. Et on a remarqué là aussi que les friches étaient plus riches à la fois en espèces, en richesse floristique, mais aussi en richesse en termes d'oiseaux et de papillons. Donc, ces espaces sont des véritables des réservoirs de biodiversité. Mais ce qui est intéressant, et ce qui a été montré par Schwartz en 2010 également, c'est que les friches, elles accueillent pas les mêmes espèces qu'on peut retrouver dans les zones de nature qui sont gérées en ville. On va retrouver des espèces qui sont dites urbanophobes, qui sont plus sensibles aux perturbations anthropiques qu'on peut retrouver en ville. Ça va être le cas par exemple de la Molène bouillon blanc qui a besoin de 2 années pour pouvoir fleurir et donc qui est très sensible à la gestion, à la fauche. C'est le cas de la vipérine, des onagres ou bien des pivers et de la fauvette grisette qui sont des espèces sensibles et qui supportent mal justement cette surgestion, cette pression qui est exercée dans les milieux urbains. Et elles trouvent refuge dans les friches qui sont des espaces plus tranquilles où il y a pas de gestion justement. Donc on voit très bien le rôle complémentaire que jouent les friches avec les autres espaces de nature. Et elles vont permettre, ces friches, finalement, un déploiement d'une autre biodiversité urbaine, donc qui est plus urbanophobe, et elle va permettre aux espèces de se déplacer au sein de ces territoires. Et ça a été montré aussi dans différents travaux de recherche, que de par leur nombre, leur répartition géographique, mais également de par les milieux dont elles sont composées, elles permettaient aux espèces de se déplacer au sein d'un territoire pour se déplacer d'espace de nature en espace de nature. C'est ce qu'on appelle les fameuses trames vertes et bleues. Il y a d'autres travaux au niveau du paysage qui montrent des résultats assez intéressants pour les friches, notamment ce seuil de 2500 mètres carrés, surface en fait au-dessus de laquelle les friches pourraient favoriser l'échange d'espèces entre friches elles-mêmes et réduire le risque d'extinction de populations de plantes et fournir des semences pour coloniser d'autres sites. On a aussi été montré aussi que les friches ont un effet sur le paysage. La diversité spécifique qui est trouvée dans un périmètre autour des friches dans un rayon de 200 mètres est plus riche. Et donc, elles influencent aussi le paysage. Et enfin, les friches, elles peuvent, de par les écosystèmes qu'elles abritent, fournir un certain nombre de services écosystémiques que sont la meilleure gestion des eaux pluviales en ville, l'infiltration des eaux, la séquestration du carbone, la régulation des températures et des fois aussi servir de lieu récréatif et de promenade. Et donc, pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, les friches sont des espaces avec un fort intérêt écologique qui sont pourtant menacées aujourd'hui parce qu'elles sont au centre finalement de toutes les attentions. Pourquoi? Parce qu'on voit dans les friches un moyen, ce sont les derniers espaces disponibles en ville, on y voit un lieu pour densifier, refaire la ville sur elle-même, mais également une possibilité de recréer des espaces de nature en ville, notamment en zone carencée, possibilité de construire des énergies renouvelables comme des parcs photovoltaïques.
Alors des fois, hein, les raisons, elles sont pas mauvaises en soi, hein. Refaire la ville sur la ville pour éviter de consommer des espaces de nature, euh, des espaces agricoles, forestiers, c'est tout à fait entendable. Cependant, euh, le fait est que les pressions sont assez fortes actuellement et que ces milieux disparaissent petit à petit. Et c'est ce qu'a montré Audrey Muratin en 2019 en étudiant du coup le mode d'occupation des sols, le post-terrain vacant. Elle montre que la surface en friche diminue au cours du temps et que finalement l'équilibre qui existait avant, c'est-à-dire que le nombre et la surface de friche qui apparaissait chaque année et qui disparaissait chaque année et qui s'équilibrait, eh ben, diminue au cours du temps. Il y a plus de disparition de friches que d'apparition. Et c'est ce qu'on voit à travers les barres, c'est pas des barres d'erreur. En haut, c'est le nombre de friches qui apparaît et les barres du bas, ce sont le nombre de friches qui disparaissent. Et ce déclin euh, de friches, eh ben, il est d'autant plus fort en petite couronne. Et c'est d'autant plus inquiétant que c'est là finalement où la biodiversité se porte le plus mal. Alors, en quoi sont transformées ces friches? Alors, c'est multiple, ça peut être en zone de logement, surtout d'activité, là pour les friches qui avaient été suivies pour l'année 1987. Également en espaces de nature, qui peuvent être de l'agriculture urbaine, des parcs, des jardins. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, quelle que soit la nature du projet, même si c'est pour créer, transformer une friche en espace de nature, eh ben, ce projet de revalorisation va entraîner de fait la disparition de la friche, la mort de la friche. Parce que ce qui était important, c'était l'inaction, la non-gestion qui était exercée sur elle, qui permettait de rendre ces espaces, en fait, avec un attrait aussi fort pour la biodiversité et les rendre aussi importants et aussi complémentaires des autres espaces de nature. Alors, comment on fait pour protéger les friches? Je vous propose ici quelques pistes de réflexion. La première, ce serait finalement de reconnaître et de partager, de faire partager par tous que ces friches, elles jouent un rôle écologique et qu'il faudrait peut-être leur donner une valeur écologique afin de mieux les intégrer dans les stratégies de planification. Alors quand je parle de protection de friches, il s'agit bien sûr de ne pas les mettre sous cloche parce que par essence ce sont des espaces qui sont éphémères, mais ce serait de maintenir sur un territoire un réseau de friches permanent qui soient connectées les unes entre elles, qui abritent différents types de milieux, qu'elles aient différents types euh, d'âge, qu'elles soient jeunes, âgées. Et ce qui est important, c'est vraiment de maintenir dans le temps et spatialement un réseau de friches connectées. Et enfin, c'est aussi de rappeler que finalement, la non-intervention, c'est une action qui est essentielle et c'est ça qui fait que les friches sont des réservoirs de biodiversité et que ce sont des espaces qui sont complémentaires en ville aux autres espaces de nature. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de poursuivre en fait les études qui ont été réalisées sur les friches à l'Agence régionale de la biodiversité avec mes collègues à l'Institut Paris Région où on aborde les friches à travers différentes dimensions, des dimensions foncières, des dimensions économiques, écologiques, usages et modes de vie. Donc voilà pour ma présentation de cadrage. Je vous ai mis dans mon PowerPoint des ressources pour aller plus loin si vous voulez creuser le sujet. Et je départage mon écran et je vais donner la parole du coup à Linda Yaé, qui va nous retracer et nous remettre en contexte finalement le partenariat qui a été fait entre l'Institut Paris Région et l'école d'urbanisme de Paris, qui a permis d'accueillir le projet tutoré et la création du web documentaire qu'on va vous présenter tout de suite. Gwen, ton écran est toujours partagé. Hop, normalement c'est bon, j'ai départagé.
Linda, à toi. Oui. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Linda Gallet. Je pense qu'on voit pas ou si, je ne sais pas. Euh, Ici, très bien, Linda. ah pardon, parce que je j'ai pas de retour. Donc je dirige la médiathèque François Choé de l'Institut Paris Région. Et en effet, on a depuis 2016 noué un partenariat avec l'école d'urbanisme de Paris. Enfin, nous avons plusieurs partenariats avec le UP, mais un partenariat particulier sur le sujet de l'image, qui vise à montrer que l'image donc peut être bien plus qu'une illustration à des travaux littéraires, mais être aussi et devenir un outil à part entière dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'environnement, etc. En tout cas, dans sur toutes les thématiques sur lesquelles l'Institut Paris Région travaille. Donc, ce partenariat, il est noué avec l'Institut, avec l'école d'urbanisme de Paris, et notamment avec une professeure, Anne Jarrijon, qui a été rejointe par Lucinda Groueff pour maintenir et faire vivre cet accord et ce travail commun que nous lançons chaque année. Donc chaque année, des élèves de Master 1, donc encadrés par leur professeur, sont amenés à réfléchir sur une thématique que nous leur proposons, nous à la médiathèque, et ils les amènent à produire une exposition photo en guise de livrable. Alors cette année, bien sûr, c'est une année un peu particulière, enfin plus qu'un peu particulière, très particulière. Mais malgré cette crise sanitaire, nous n'avons pas voulu renoncer à ce partenariat. Nous avons considéré que ce partenariat nous apporte beaucoup à tous, aux étudiants, je crois, notamment, qui acquièrent en accéléré des notions et des concepts très importants, mais aussi chez nous, aux chargés d'études de l'Institut, et plus généralement au public qui viennent à l'Institut. Alors avant, on avait des publics nombreux qui venaient dans nos locaux pour des réunions diverses et qui pouvaient bien sûr visiter ces expositions. Mais aussi, on a beaucoup de public on avait beaucoup de public en distanciel qui suivait nos travaux sur le site internet de l'Institut ou sur les réseaux sociaux. Donc cette année donc, nous n'avons pas voulu renoncer, mais nous avons voulu aussi innover. D'abord, la médiathèque a choisi de s'appuyer sur deux chargées d'études, Gwendoline Grandin, que vous avez vu tout à l'heure, là, de l'Agence régionale de la biodiversité, et Linda Aoui du département urbanisme et territoire, qui travaillait déjà sur la thématique des friches et que nous avons voulu associer en proposant aux étudiants et à leurs professeurs de travailler sur ce sujet. Donc c'est elles qui ont donné le cadre, qui ont donné un certain nombre d'éléments aux étudiants pour travailler, puisque ces étudiants de Master 1 ont démarré leur enseignement en septembre. Pour beaucoup, ils n'avaient jamais fait d'études d'aménagement auparavant, donc ils arrivaient de licences diverses dans ce cursus de l'EUP. Donc voilà, et nous avons aussi voulu innover sur la manière de
rendre leur travail, puisque les expositions avec le Covid, c'est un petit peu difficile, même si c'était difficile à réaliser certainement. C'était encore plus difficile de trouver un public, puisque ma foi, c'était compliqué de faire venir des gens à l'institut qui a été fermé une partie de l'année dernière et qui, avec la crise sanitaire, est fermé au public extérieur. Donc nous avons voulu innover et nous avons essayé de les entraîner avec nous, avec leurs professeurs, sur la découverte et l'utilisation d'un média différent de celui qu'on avait exploré les années précédentes, en leur proposant de travailler sur la vidéo. Donc voilà. Bien sûr, c'était encore plus difficile, puisque avec cette crise, donc il était compliqué pour tous d'imaginer comment rendre ce travail. Mais pour nous, c'était une manière de faire en sorte que dès le départ, on avait le projet de le mettre sur le site internet et de le faire vivre pleinement à distance. Donc voilà. Donc bien sûr, ils ont eu beaucoup de difficultés et pour se déplacer sur le site et pour réaliser les vidéos qu'ils ont tournées, etc. Mais sans dévoiler ce que ce groupe d'étudiants va vous montrer, nous pouvons dire que nous qui les avons suivis à chaque étape, j'ai travaillé aussi avec Julie Saris, qui travaille comme iconographe à la médiathèque, et Anne Jagouev. Nous qui les avons donc suivis à chaque moment, finalement, ils nous ont vraiment épatés par leur travail, et qui va bien au-delà de ce que nous avons imaginé, de ce que nous espérions. Donc je vais laisser la parole à leur professeur qui va vous présenter un petit peu leur travail, et puis surtout à eux qui vont vous montrer tout ce qu'ils ont réalisé malgré donc toutes ces difficultés. Voilà, merci beaucoup. Je vais commencer maintenant. Je crois que mon micro est activé, tout est bon. Je vais aller très vite parce que malheureusement j'ai une assez mauvaise connexion où je suis en ce moment, et je vais plutôt enchaîner par une série de remerciements. Alors le premier remerciement, c'est de nous inviter à présenter ce travail, inviter les étudiantes et les étudiants à présenter leur travail aujourd'hui. Le second remerciement, c'est pour cette commande magnifique autour des friches, objet transversal s'il en est, objet devenu transversal à l'Institut Paris Région, et dont se sont saisis les étudiantes et les étudiants de Master 1 de l'École d'urbanisme de Paris avec, je le crois, un immense plaisir. C'était très intéressant que cette commande soit une commande qui réunisse plusieurs départements de l'Institut Paris Région et l'Agence régionale de la biodiversité. Beaucoup, Linda et moi, nous sommes complices depuis plusieurs années, engagées chacune dans son champ professionnel. Ça y est, je crois que c'est reparti. Est-ce que vous m'entendez bien? J'irai vite. Donc, sur cet engagement de Linda et moi à promouvoir la photographie et la vidéo comme des instruments de connaissance en urbanisme et en aménagement, non seulement de connaissance, mais de production de connaissances, de diffusion de connaissances.
Et pour cette année, il n'était pas possible de réaliser une exposition et nous étions toutes et tous contraints au format du web. Or, il se trouve que Lucinda Gouef et moi, dans le cadre de nos différents projets de recherche plutôt et de recherche-création, nous sommes toutes les deux des chercheuses également, photographes et vidéastes, nous avions pas mal expérimenté des formats numériques alternatifs et c'était une occasion rêvée d'initier et d'expérimenter avec un groupe d'étudiants dans le cadre de leur atelier de diagnostic, qui est un élément assez central dans leur formation, eh bien d'expérimenter des formats interactifs, multimédia, immersifs, mais nous n'étions pas tellement sûrs que ça allait réellement pouvoir se faire et effectivement ça a réellement pu se faire. Alors je n'en dirai pas plus sur le projet lui-même, je pense que les étudiantes et les étudiants vont être enchantés de le partager avec nous, mais je tiens aussi à les remercier directement pour leur engagement dans ce travail réalisé dans des conditions totalement périlleuses et beaucoup improvisées, pour cet engagement, pour leur enthousiasme à toute épreuve, pour leur ingéniosité également et je crois pouvoir dire pour leur talent. Alors merci à toutes et tous et puis bonne découverte de ce très beau travail intitulé Préserver ou construire sur les pistes des friches en Île-de-France. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer en disant qu'on est très content de vous présenter aujourd'hui le résultat de notre travail qui a pris la forme du site web, de ce web documentaire qu'on va découvrir ensemble. Et pour rappel, c'est en vue de la création d'un observatoire régional des friches que l'Institut Paris Région nous a missionné. Ces espaces que sont les friches sont particuliers parce qu'ils pourraient aussi bien servir à limiter l'étalement urbain qu'à lutter contre les îlots de chaleur en ville, car ils sont autant d'un côté une réserve de foncier que d'un autre côté de biodiversité. Du fait de la difficulté à cerner ces espaces et pour rendre compte de la diversité de leurs caractéristiques, il était attendu que nous travaillions à leur définition, à leur caractérisation pour aboutir entre autres, à une typologie. Et finalement, ce travail devait prendre la forme d'un rendu créatif, dont le choix de la forme nous appartenait, tant que ça permettait de rendre compte de la méthodologie, que nous avions adoptée. Et pour participer à l'immersion dans cet univers si particulier, je vous propose de regarder la vidéo qui sert d'introduction à notre site web. Je pense que c'est un excellent premier pas dans cet univers. Bonjour, suivez-nous. Venez explorer ces interstices, ces recoins inutilisés, qui ont toujours fait partie de l'histoire de nos villes. Ces espaces d'une incroyable richesse sont ceux que nous nommerons friches. Comme une véritable utopie romantique, les friches arrêtent le temps, immobilisent l'espace au milieu de la ville en mouvement. Elles représentent les réserves foncières de l'époque où progrès rimait avec industrialisation et où l'on trouvait le bonheur au bout de l'autoroute. Mémoire cristallisée d'un monde passé, nostalgie d'antan, ces espaces échappent, au moins pour un temps, à l'ordre urbain dominant. De manière spontanée, végétaux, animaux et contacts sociaux rythment ces lieux fascinants. Et pourtant, les friches dérangent. Abandonnées, délabrées, polluées, squattées, elles sont marginales et effrayantes. Elles nuisent au déroulement tranquille de l'existence. Entre fascination et répulsion, les friches se dressent comme le symbole de l'évolution constante, le symbole d'une instabilité indéterminée, et sont alors des espaces ouverts à toute possibilité. On ne devrait pas tarder à revenir sur l'interface du site. Et quand ce sera le cas, je vous invite à me suivre sur une partie du site qu'on a nommée projet.
pour recontextualiser un petit peu notre travail. Donc, il nous a été demandé de travailler sur la ville de Muro, et je voudrais vous parler un petit peu du contexte socio-économique de cette ville. Donc, la ville des Mureaux a été une terre d'accueil d'industrie du fait de la déconcentration des années 50 et 60, mais s'en est suivi plus tard une phase de désindustrialisation qui a généré un grand nombre de friches. Plus tard encore, la ville a accueilli des migrants et cela a créé une ville finalement assez fragmentée avec d'un côté des grands ensembles et de l'autre des zones plus pavillonnaires. Concernant les friches, elles se trouvent pour la majorité autour de la voie ferrée et en bord de Cerne, deux axes que l'on pourrait considérer comme essentiels aux industries d'antan. Et finalement, ce contexte nous a amené à nous poser tout un tas de questions que Léa va pouvoir vous expliquer. Alors, bonjour. C'est donc pour vous réexpliquer en fait le cheminement initial de, de notre atelier. Qu'en fait, il a fallu dans un premier temps qu'on définisse les friches, qui était, comme vous l'avez vu, une épreuve assez difficile, puisque de manière générale, que les friches soient initialement industrielles, commerciales, économiques ou encore agricoles, les friches sont des lieux qui intéressent beaucoup, que ce soit pour leur valeur foncière, comme pour leur capacité à servir de refuge pour la biodiversité et pour les hommes. Donc, c'est la question de préserver ou construire qui s'est posée d'emblée quand on a réfléchi aux friches. Donc, c'est sur le terrain qu'on s'est rendu compte que les friches étaient des espaces très évolutifs et constamment en mouvement, donc des espaces très évolutifs et mouvants, dont les représentations sont multiples, puisque un imaginaire très fort et ambivalent inscrit les friches et entoure les friches, avec d'un côté une fascination très forte pour leur esthétique notamment, et de l'autre côté une répulsion pour les nuisances qu'elles peuvent causer. Et donc c'est donc dans la logique d'accompagner la création d'un observatoire des friches en Île-de-France, qui est un dispositif de recensement et d'analyse des territoires, et donc soucieux aussi de la manière dont nous allions pouvoir représenter les friches dans la visée de cet observatoire, que s'est posée la question qui a ensuite mené tout notre atelier, qui est entre appropriation et biodiversité, comment la représentation des friches peut-elle aider leur appréhension? Voilà, donc à partir de là, on a mené un travail important de recensement et d'analyse des friches qui a révélé donc que ces espaces étaient appropriés de diverses manières par la nature, les individus, etc. Mais que cette appropriation, comme le disait Léa, était mouvante. Voilà, donc la friche est fondamentalement prise dans un mouvement temporel. Elle est en fait toujours en transition. Donc à partir de là, c'est posé pour nous la question de leur catégorisation en fait. Comment catégoriser des objets qui sont par nature mouvants? Donc au fur et à mesure de nos observations, etc., on a remarqué que ce processus de mutation se caractérisait par une certaine régularité d'apparition de phases, de 4 phases successives, dans lesquelles on a classé nos différents terrains d'études, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Voilà, donc en première phase, on a bien sûr l'apparition de la friche. C'est un phénomène à relier à un certain contexte socio-économique et urbain particulier qui vient transformer un terrain donné en un lieu sans projet de reconversion. Donc là, c'est la friche en attente. Ensuite, on a un temps de veille. Donc ça, c'est généralement la période la plus active et normalement la plus longue, où on a un temps de réflexion sur les possibilités d'évolution de cette friche. On a des acteurs publics, privés, qui viennent imaginer son devenir. Donc là, il s'agit de la friche en vue de reconversion, ou de la friche en projet. Ensuite, la concrétisation spatiale du projet conduit la friche à devenir un espace en reconversion. Et enfin, bien sûr, la friche reconvertie est celle qui accueille une nouvelle activité pérenne. Voilà, donc ces phases, en fait, existent, quel que soit le statut de la friche concernée, même si leur durée et la nature des acteurs impliqués peuvent varier. Voilà. Mais ce qu'on a observé, en fait, au-delà de ça, et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce processus de mutabilité peut également se reproduire, en fait, pour venir situer la friche
au cœur d'un cycle. Comme exemple, on a ici le cas de la friche du Airsoft, donc une friche qu'on a nommée Soft, nos terrains d'études, qui était à l'origine une ancienne menuiserie abandonnée sur laquelle s'est créé un projet de reconversion, un projet de Airsoft qui s'est concrétisé par une mise en norme sécuritaire et qui a abouti à la transformation du terrain en un terrain de Airsoft officiel. Et puis la perte de ces normes sécuritaires a conduit le terrain à perdre sa fonction officielle et donc à redevenir friche. Donc en fait, cette thèse selon laquelle cette friche s'inscrit dans un processus de mutation caractérisé par une certaine régularité d'apparition de 4 phases, phases qui peuvent se répéter, est vraiment ce qui a orienté notre réflexion tout au long de notre atelier. Voilà. Et alors je ne sais pas si on m'entend, c'est bon. Et en fait, c'est cette idée de cycle qu'on a en fait mise en avant sur notre page principale, qui est une page déroulante comme ça, où on trouve en premier lieu, après la vidéo d'introduction que vous avez vue, ce cycle qui prend mouvement et qui prend vie, recensant les 4 étapes de transition de la friche qu'Audrey vient de vous expliquer et de vous présenter. Et c'est ensuite en déroulant encore qu'on a 4 visites guidées de friches qui sont en fait des archétypes de chacun de ces états de transition de la friche. Donc, nous avons en déroulant 4 étapes de transition de la friche sous forme de vidéos que nous vous proposons donc de découvrir. Nous vous proposons d'en découvrir une première qui est celle-ci, la vidéo de l'hôpital, ainsi qu'on a nommé la friche en projet. Pour trouver cette friche, c'est plus compliqué que pour les autres. Les bâtiments abandonnés que nous allons visiter se trouvent dans un complexe hospitalier où d'autres bâtiments servent encore et sont cachés par la forêt. Pour une fois, ce n'est pas l'état de dégradation du bâti qui nous permet de déterminer la vacance du lieu, mais ce sont les usages. Pour trouver cette friche, c'est plus compliqué que pour les autres. Les bâtiments abandonnés que nous allons visiter se trouvent dans un complexe hospitalier où d'autres bâtiments servent encore et sont cachés par la forêt. Pour une fois, ce n'est pas l'état de dégradation du bâti qui nous permet de déterminer la vacance du lieu, mais ce sont les usagers du site qui nous indiquent le chemin. Non, ça c'est toujours utilisé. Passez par la forêt. Nous empruntons alors ce chemin forestier pour arriver sur une clairière enfermant des bâtiments. Comme une mini-ville, mais fantôme. Pour rentrer, il nous faut se faufiler au travers des vitres brisées. Alors que nous déambulons dans les couloirs, voyez, les affiches d'un autre temps, les peluches, les sommiers, les baignoires. En entrant dans la cuisine et les sanitaires brûlés, nous sommes bien loin de l'esprit champêtre de l'extérieur. Ces pièces sont davantage lieu de peur que de rêverie. La salle, dont le sol est jonché de documents, fait elle aussi froid dans le dos. Il semble que plus personne ne soit entré ici depuis bien longtemps, mis à part la faune et la flore, qui se sont permis de pousser la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vite, sortons et allons voir. Ah, c'est donc eux qui habitent ici maintenant. Pas commun de voir des sangliers sur une pelouse si bien entretenue. C'est comme si le gazon était régulièrement tondu. Et pourtant, les bâtiments sont entourés de jeunes arbres et végétation invasive. Le contraste est fort entre l'état de délabrement de l'intérieur, la présence d'animaux sauvages et l'illusion d'entretien que crée la tonte de l'herbe. C'est comme si on ne voulait pas avouer qu'il s'agissait d'une friche. D'ailleurs, ce terme n'a pas été une seule fois prononcé par le propriétaire du terrain lorsqu'il nous a gentiment mis dehors. Pour en savoir plus, nous nous rendons à l'accueil de l'hôpital, où on nous laisse entendre qu'il n'y a pas de friche, que les bâtiments dont nous parlons sont toujours utilisés, mais qu'ils seront démolis pour la rénovation du complexe. Bien souvent, pour ces friches, les propriétaires donnent des avis inverses des habitants, locaux et employés, qui, eux, parlent à cœur ouvert de la situation souvent précaire. Pour bien montrer que ces bâtiments sont amenés à changer, de nombreux dispositifs de sécurité sont installés, se portant garant de la transformabilité du lieu. Je vous propose d'enchaîner avec une deuxième vidéo qui est la vidéo de l'imprimerie
la friche en projet, en reconversion, pardon. Nous entrons maintenant dans une ancienne imprimerie, ou ce qu'il en reste. Quand nous arrivons là, on se demande si c'est une friche. Au premier plan, tout laisse penser qu'il s'agit de lotissements comme on les connaît. Pourtant, un vieux portail retient notre attention. C'est comme s'il était le dernier vestige de l'activité passée. Au travers, on aperçoit les filets de chantier qui servent de minces frontières avec une végétation spontanée. Le contraste est fort. D'un côté, des maisons flambant neuves, de l'autre, un terrain vague. En continuant notre chemin, une affiche anachronique fait la promotion d'un avenir désirable pour 2017. Elle représente des bâtiments paradisiaques en bord de Seine, dont seule la moitié a pour le moment été réalisée. En face se dressent des façades blanches, des toits de tuiles, des garages américains, le tout habité par des familles. Tout est bien rangé, chaque voiture trouve sa place devant sa maison. Mais toutes les habitations construites sont-elles comme ça? Non, regardez cette maison en briques, qui n'a pas encore été achevée. La route non plus n'est pas finie. Nous entendons nos propres pas sur le gravier avant de rejoindre un sol plus naturel et herbacé. Là, le contraste est saisissant. Nous nous rendons compte que les travaux n'ont pas encore gagné tout l'espace. En fait, pour les friches en reconversion, le contraste est toujours omniprésent entre des travaux aux couleurs marquées et une nature plus discrète dont l'avenir est incertain. Les outils, les engins de travaux et des tas de gravats prennent le pas sur les centaurés, les arbres à perruques et les amélanchiers. La végétation s'étend là où elle peut, jusqu'à nous laisser entrevoir une masse d'eau. En nous approchant, nous nous rendons compte que c'est la Seine. Elle a sûrement motivé l'implantation de l'imprimerie à l'époque, servant alors de voie de transport, de déversoir ou d'alimentation en eau. Plus globalement, c'est tout son entourage proche qui est marqué par une esthétique industrielle, et nous observons des plantes grimpantes se mêler aux poutres métalliques des entrepôts alentours. Nous pouvons imaginer que les lotissements tentent à changer la destination de cette zone aux nombreux atouts. En effet, aujourd'hui la Seine est une opportunité paradoxale. Elle promet une qualité d'air et de paysage, mais fait peser le risque de l'inondation. De ce fait, rien ne se passe. On ose se projeter pour construire et une frontière imaginaire est dressée par l'administration au pied des lotissements. Marquée par une transition qui ne se termine pas, il faudra sûrement envisager une solution alternative, le dépassement de cette frontière imaginaire. Voilà, vous avez donc vu 2 de nos 4 visites archétypes des friches. Et pour donc 2 de ces visites, nous proposons, afin de répondre à la question préserver ou construire, des scénarios prospectifs, des sortes de solutions alternatives, d'aménagement possibles. Et donc nous vous proposons d'en visionner donc une solution d'aménagement, qui est celle de la station balnéaire, qui va être lancée maintenant. Vous l'aurez compris, la Seine est un élément central de la friche que nous venons de visiter. Elle a motivé l'implantation des industries d'autrefois, mais elle a aussi été le cœur d'une station balnéaire. On a pu voir Louis de Funès emmener ses élèves faire de la voile sur le fleuve, et les Parisiens venaient là pour se récréer hors des tumultes de la capitale. Maintenant que les industries ont cessé de polluer l'eau et que l'espace se libère en bord de Seine, nous pourrions réactiver ces activités nautiques. Cela aurait la double fonction de créer de l'emploi, mais aussi de permettre à ceux qui le veulent de s'amuser au bord de l'eau. Depuis Louis de Funès, les activités nautiques ont évolué et l'installation d'un parc de wakeboard pourrait attirer les têtes brûlées de la région. Les intrépides trouveraient alors leur compte d'adrénaline et cette activité spectaculaire attirerait les regards des curieux. Tout le quartier se verrait dynamisé l'été et les habitants des lotissements auraient à leurs pieds un espace récréatif quasi inédit. Alors pourquoi pas une station balnéaire Comme avant. Voilà. Donc bon, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous encourage à aller voir
va aller regarder toutes les autres sur notre site. En tout cas, comme vous l'avez vu, on a décidé de vous présenter notre travail par une mise en récit en fait de nos terrains d'études. Alors, on a choisi ce déroulé narratif pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous permettait de mettre en avant de manière originale, ou en tout cas de faire un petit peu vivre une partie de nos matériaux audiovisuels produits pour la médiathèque Françoise Choé. Ensuite, parce que, en fait, ça nous semblait capital de créer un dispositif immersif qui, tout en rendant compte de la réalité du terrain, viendrait aussi raconter et interroger l'imaginaire esthétique très fort que renvoient les friches, parce que dans la mise en place d'un observatoire des friches, il nous semblait essentiel de prendre en compte ces enjeux de représentation, puisqu'ils influencent quand même très fortement nos façons d'appréhender ces espaces. Et puis enfin, la dernière raison, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette mise en récit, c'est justement parce que c'était le format qui, selon nous, représentait au mieux nos propres expériences de terrain aux Mureaux, voilà, durant lesquelles on s'est un petit peu senti comme des explorateurs par moment. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu. Voilà, exactement. En fait, on était dans une logique, quand on a commencé notre étude, d'urbex, c'est-à-dire d'exploration urbaine. Et ce travail, en fait, d'urbex accompagnait évidemment le travail d'observatoire. Donc, comme on l'a dit, un observatoire, ça sert à évaluer en fait les enjeux sanitaires et écologiques d'un lieu ou d'un type de lieu. Et donc, pour nous, c'était en particulier les friches dans la commune des Mureaux. Et ce travail d'atelier que nous avons pu proposer en quelques mois nous a fait prendre conscience des difficultés que pourrait avoir la création d'un observatoire des friches en Île-de-France. Donc le premier problème qui est très concret, c'est celui de rentrer au sein des friches, parce que les accès y sont la plupart du temps interdits. Comme en effet ce sont des propriétés privées la plupart du temps, il est difficile d'y accéder. Il y a également toutes les notions de dangerosité du lieu, puisqu'à tout moment il peut y avoir des écroulements de sol ou de plafond. Il y a toute une question aussi de droit juridique qui est extrêmement complexe, puisque comme vous avez pu voir, on a créé des vidéos d'archétypes de friches, justement pour essayer de contrebalancer la difficulté juridique de fait de produire des prises de vue d'un lieu qui ne nous appartient pas, et donc qui pourrait, au sein de ce site web, voilà, ne pas être accepté par le propriétaire. En plus de cette difficulté très concrète de rentrée et la difficulté du droit juridique, comme l'a dit Audrey, il y a la difficulté de représenter les friches symboliquement par leur aspect de transition et par l'ambiance des friches, parce que les friches n'est pas qu'une image, c'est aussi toute une ambiance, des bruits d'animaux, le sentiment d'abandon, ou au contraire le sentiment d'avoir une vie tout autour de ce lieu beaucoup plus apaisé. Et donc on a voulu faire paraître tous ces sentiments-là au sein de la friche. Et le rôle de photographe était particulièrement intéressant, puisque se trouver dans des lieux méconnus et un petit peu interdits aussi, et de produire des clichés voilà, d'une rareté un petit peu esthétique particulière, c'est un travail assez spécial et qui fonctionne très, enfin, qui, on espère, va un petit peu inspirer la création de l'observatoire. En plus de toute cette production esthétique audiovisuelle, nous avons également produit de nombreux documents et je vais laisser Éléonore présenter ces documents. Ok, c'est bon. On va donc du coup maintenant vous emmener sur la page documents qui comporte en fait tous les éléments produits pour comprendre les friches en complément des vidéos. En premier lieu, afin de parfaire la réflexion sur les friches pour la mise en place de ce fameux observatoire, on a fait des recherches bibliographiques dans le but d'élaborer chacun plusieurs textes portant sur les grands enjeux généraux que comportent les friches. Ces grands enjeux, en fait, ont ensuite donné lieu à deux types de réflexions complémentaires. D'un côté, nous avons rassemblé les éléments dans une mind map sous forme de critères d'identification et de classification. Voilà. Et de l'autre, on a élaboré plusieurs textes qui ont mené à la création d'une définition générale des friches, qui comporte à la fois des aspects économiques, écologiques et sociaux. Ces textes ont ensuite mené à la création d'articles, chacun ayant ses fameuses dimensions. Puis, suite à nos visites sur les sites, nous avons ajouté un nouvel aspect qui nous semblait extrêmement important dans le cadre de notre travail,
l'imaginaire collectif. Enfin, excusez-moi, via nos différentes expériences de terrain à la fois IRL mais aussi en fait virtuelles via Google Maps, nous avons créé une fiche sur les outils utilisés, notamment la photographie, pour appréhender les friches et nous les avons confrontés aux difficultés et aux enjeux que pourrait avoir un observatoire spécialisé dans les friches. Je laisse maintenant la parole à Nathan. Oui, alors nous avons maintenant une sous-catégorie enquête. Donc là aussi constituée de plusieurs PDF, nous avons une carte des friches, un schéma de localisation. Comme vous pouvez le remarquer, peut-être la légende suit le coloris de nos 4 catégories de friches suite au tableau de cycle que Audrey vous a présenté tout à l'heure. Nous aurons également une note méthodologique qui retracera en fait toute notre démarche et qui expliquera nos cheminements et nos choix qui sont portés sur certaines méthodologies plutôt que d'autres. Et enfin, nous avons aussi une grille d'observation qui va vous être présentée par Eric tout de suite. Tout à fait, et il nous semblait intéressant de s'arrêter un petit peu sur l'exemple de la grille d'observation en vue de la création d'un observatoire des friches. On pense que c'est un outil euh, qui est assez, enfin qui pourrait être intéressant. Pour rappel, cette grille d'observation, elle a été créée dans un contexte particulier, celui de l'annonce du confinement. Donc, finalement, elle avait pour nous, en fait, cette annonce a précipité un petit peu nos explorations de terrain, et donc cette grille avait pour vocation d'anticiper au maximum les objets à représenter et à observer sur le terrain. Comme vous pouvez l'observer ici, c'est une grille à plusieurs entrées qui présente d'un côté les objets à observer, puis les différents médiums utilisés et les motivations qui auraient pu pousser à représenter cet objet. Pourtant, les friches étant des objets insaisissables, il a fallu laisser un maximum de place à l'improvisation sur cette grille destinée à la production d'images. Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver à plusieurs endroits des petits encadrés dédiés aux informations complémentaires. Donc voilà un petit peu quelle était notre ambition à la création de cette grille, mais il s'est avéré qu'elle n'a pas fonctionné comme espéré sur le terrain, et Antoine va pouvoir vous expliquer pourquoi. Merci Eri. Alors cette grille d'observation, cette grille d'observation a été utilisée lors des 2 sorties de terrain que nous avons pu avoir pendant le confinement grâce à l'EUP. Elle a donc été utilisée par Éléonore et moi, car nous avons été les 2 missionnés pour ces sorties. Alors ce que nous avons fait, c'est qu'on a utilisé la grille d'observation en amont, puis en sortie de terrain. Alors premièrement, on l'a étudiée en amont dans une approche de documentation surtout. Elle faisait alors partie d'un dispositif de recherche photographique plus large. Le dispositif était alors caractérisé par une recherche par l'image dans les ressources de l'Institut Paris-Région notamment, mais aussi par l'acquisition de connaissances de photographie à travers notamment le cours de Madame Jarijon. Ainsi, de ce dispositif de recherche a découlé des protocoles de prise de vue et des choix esthétiques que vous allez pouvoir apprécier ensuite. Alors pour en revenir à la grille d'observation, nous avons fait le choix sur le terrain de ne pas l'utiliser. En effet, on avait l'impression qu'elle était une contrainte dans la production de photographie et qu'elle limitait notre appréhension créative du terrain. En effet, notre inspiration était comme contrainte par son protocole. Deuxièmement, ce n'était pas pratique à manipuler et surtout cela nous ralentissait, ce qui était handicapant dans des visites restreintes à 1h30 par site. Mais on précise quand même qu'en l'ayant étudié en amont, nous nous en étions tout de même imprégnés et nos prises s'alignaient en fait avec ces composantes. Et finalement, la grille d'observation a été utilisée comme checklist en sortie de terrain pour être sûr du coup de ne rien oublier. Ainsi, on considère que cela a été une méthodologie performante et efficace. Je laisse la parole à Nathan. Oui, tout à fait. Je vais vous parler maintenant de la sous-catégorie portrait de friche, qui regroupe donc toutes les informations concernant les friches sur lesquelles nous sommes concentrés sur ce projet. Alors, les noms vont peut-être vous surprendre, mais pour nous, on a fait vraiment le parti pris de conserver les surnoms qui nous viennent de façon spontanée, car tout au long de ce projet, nous avons créé une vraie relation, un vrai attachement à ces lieux.
Donc, vous pourrez trouver dans ces portraits de friches, en première partie, un en-tête de présentation, un plan situationnel et cadastral. Vous pouvez donc l'adresse, des informations complémentaires et également une frise chronologique de la friche, voilà, sur plusieurs années qui explique un peu l'évolution. Ensuite, nous avons la mind map qui correspond particulièrement à cette friche et également les législations urbanistiques en vigueur. Donc ça peut être le PLU et ou le PLUI parce qu'on est, on est sur les deux documents pour cette commune. Puis en troisième page, nous avons des photos, voilà, de ces friches en particulier. Et alors ce schéma est équivalent pour nos 8 friches et on pourrait éventuellement le proposer pour devienne un modèle à développer pour le futur observatoire des friches en Île-de-France. Voilà. Antoine, tu vas nous parler des photos maintenant. Bien sûr. Donc là, vous avez accès à une sélection de productions photographiques illustrant la friche choisie, mais nous avons produit bien plus de matériaux photographiques que cela. En effet, on a produit plus de 2500 prises pendant nos 3 sorties de terrain. Elles ont été sélectionnées et distribuées à travers le site web et notamment dans la photothèque que vous pouvez retrouver à droite dans les documents. Donc elles se présentent comme ceci, un peu comme une bibliothèque, en fait, avec tout accessible à vue. Elle s'inscrit alors dans une sorte de continuité avec les vidéos qui animent les photos et ici l'accès à une sélection plus large, triée et immobile. Le fond photographique est donc décomposé en 5 thèmes, donc bâti, biodiversité, occupation, activité passée et dispositifs de sécurité. Alors je vous propose de faire le tour de quelques-unes de ces photographies. Alors, celle-ci, c'est une photographie bâtie, prise en contre-plongée sur la friche du Airsoft. En fait, on voit concrètement un haut de silo à bois, puisqu'en fait, ce lieu était à l'origine une scierie avant de devenir un terrain de Airsoft, puis un lieu à l'abandon. Là, c'est encore une photographie bâtie qu'on a fait le choix de prendre en plan général sur la friche du profil. En fait, une friche de fonderie qui est devenue aujourd'hui un lieu de stockage de voussoirs de tunnels. Maintenant, nous venons de passer dans la catégorie biodiversité avec cette vue à hauteur de plante d'un sénesson sur la friche Airsoft. Là, vous pouvez voir une capture de la friche Fradin, qui est d'ailleurs une des friches les plus polluées d'Île-de-France, car c'était en fait une usine de teinturerie. On peut justement voir cet héritage dans la catégorie biodiversité, car on voit un tube du coup de peinture en partie enseveli sous de la végétation. Enfin, nous terminons cette brève visite des photographies thématisées biodiversité avec cette vue à hauteur d'insectes sur la friche station-service. On y voit concrètement l'arrière d'une station-service du coup abandonnée qui a été conquise par la végétation. Il y a encore des photos, excuse-moi. Maintenant, vous pouvez apercevoir une photographie thématisée activité passée, produite à hauteur de sol sur la friche Airsoft. On y voit alors des billes justement de Airsoft qui sont le témoignage d'un ancien usage du site. Merci. Alors pour finir, vous avez ici une photographie appartenant à la catégorie dispositifs de sécurité qui concerne cette fois-ci la friche bureau. C'est en fait un projet de bureau qui a été lancé en 2009 mais qui n'a pas abouti. Dès lors, le site a été pérennement sécurisé, comme on peut le voir ici avec un haut de barrière qui a été pris en contre-plongée. Ainsi, ce fonds photographique sera mis à disposition de la médiathèque Françoise Chauret pour enrichir son fonds. Voilà, merci. Alors, pour conclure, on peut dire que la mutabilité des friches rend leur représentation difficile. Donc, le site web vient répondre non seulement à la commande d'une approche créative de représentation, mais aussi à notre problématique de base qui était de comment représenter ces espaces en transition, en évolution continue.
Comme vous l'avez déjà vu, le site est un support recueillant différentes matières de représentation, mais aussi donc on voit bien la page centrale qui est esthétiquement dynamique, interactive avec des visites guidées, et les deux pages de côté qui contiennent des projets et des documents qui sont plutôt descriptifs et analytiques. Donc par ailleurs, l'approche esthétique du site est révélatrice des enjeux de représentation forts des friches en cycle. On peut repérer des éléments esthétiques qu'on a produits en faveur, la charte graphique pour remettre en valeur les différents cycles de friches, mais aussi un mode graphique de collage qu'on va voir juste pour introduire les visites guidées en fait, et qui va évoquer ce mode de collage, qui va évoquer la dimension imaginaire, fictive des friches en premier lieu, ainsi qu'une multiplicité de phases ou de cycles par lesquels elles peuvent passer, mais aussi des stratifications qu'on a pu repérer sur ces espaces, au sein de ces espaces, que ça soit temporel, matériel, social ou naturel. On ajoute à ça que le site est rendu responsif, donc il y a cet enjeu d'interactivité. Dorénavant, il est consultable sur tous les formats d'écran, que ce soit ordinateur, tablette ou téléphone portable. Je laisse Lilia enchaîner peut-être. Donc, ce site web, c'est en fait la concrétisation de notre travail de groupe durant tout ce semestre. C'est donc, comme vous l'avez vu, on a eu au début une réflexion sur les modes de représentation, comment représenter, surtout dans le contexte dans lequel nous étions confinés. Et donc, dans un premier temps, notre travail a été fait sous forme de visites guidées en ligne dans une logique d'urbex. À travers des logiciels de géolocalisation. Et cette manière de procéder a montré différents atouts, notamment dans le contournement de certaines contraintes juridiques liées aux droits d'image de certains sites. Mais nous, ce que nous voulions, c'était vraiment de représenter l'ambiance réelle et avoir quelque chose de plus immersif. Et donc, pour cela, il a fallu produire des matériaux sonores, visuels, sur place, filmer des séquences, etc. Mais aussi une autre dimension de travail qui était celle du montage, de la production de fonds sonores que vous avez pu écouter sur nos vidéos. Et tout ça nous a permis, nous étudiants, d'acquérir des connaissances et des compétences nouvelles, et surtout de tisser des liens entre nous malgré le distanciel qui nous séparait. Et pour cela, nous tenions à remercier spécialement nos enseignantes, Madame Anne Jarijon et Madame Lucinda Grouef, mais aussi l'Institut Paris Région et l'Agence régionale de biodiversité d'Île-de-France, et spécialement Julien Debizère, qui est le web designer qui a permis de mettre en forme nos idées et qui a réalisé donc ce site web. Et donc, pour finir, nos commanditaires, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, et grâce à qui une ambiance de travail bienveillante s'est mise en place dès notre première rencontre. Et donc, voilà, nous tenions juste à dire que les questions qui ont été posées, on va les aborder après vous avoir montré cette dernière vidéo de conclusion de notre site. Et merci de nous avoir suivis dans cette aventure à travers les friches des Mureaux. Donc maintenant, nous allons visionner la vidéo de conclusion. Nous voilà à la fin de notre aventure. En vue de la constitution d'un observatoire des friches en Île-de-France, nous voulions vous faire découvrir leur univers. Vous l'aurez compris, les friches s'inscrivent dans un cycle lié à leur degré de réhabilitation et du devenir qu'on a imaginé pour elles. Pourtant, tout ceci est instable, et les frontières entre les catégories sont assez poreuses. Si bien qu'il faut s'attendre à ce qu'une même friche passe par différentes étapes du cycle au cours de son histoire. Certaines des friches que vous avez découvertes ne sont pas totalement réelles. Elles sont le fruit de notre imagination, des espèces de chimères qui deviennent des archétypes. Avons-nous menti? Nous n'oserions pas. C'est plutôt qu'il nous a fallu faire face aux difficultés de représentation de ces espaces si particuliers. Il a fallu prendre en compte l'imaginaire contrasté qui gravite autour d'elles, s'adapter pour observer et décrire des espaces difficiles d'accès et que certains n'osent pas appeler friches. À cela s'ajoute le fait que, entre le début de nos recherches, la création du site et votre lecture actuelle, certaines friches n'en sont plus et certains lieux en sont devenus. C'est le cycle perpétuel des friches.
La friche, en réalité, est toujours en attente, toujours en transition. Le simple fait que la végétation pousse la fait rentrer dans une nouvelle phase du cycle. De la même manière, la dégradation du bâti est un indicateur de sa temporalité. Enfin, l'appropriation des lieux, qu'elle soit officielle ou informelle, rend compte de sa mutabilité. Ainsi, certaines friches que vous avez visitées ont depuis évolué. Est-ce bien? Est-ce mal? Difficile de donner une moralité au traitement des friches. Face à l'urgence environnementale, des initiatives sortent de terre pour bousculer la logique des systèmes actuels qui ne sont plus durables. C'est dans ce contexte que les friches deviennent l'occasion de réaliser nos utopies urbaines. Pour certains, elles sont un refuge à la biodiversité, que l'on devrait préserver. Pour d'autres, elles sont les traces d'un passé industriel que l'on pourrait réactiver, ou encore l'opportunité d'exploiter le foncier délaissé pour limiter l'étalement urbain. Les friches resteront toujours des espaces ambigus, du fait des opportunités qu'elles représentent. Merci beaucoup à vous tous pour cette super présentation et puis ce super travail que vous avez réalisé. Il y a plein de félicitations dans le chat qui vous félicitent de ce travail, vous remercie pour cette vulgarisation parfaite, l'acuité artistique, le travail esthétique, les belles illustrations. Donc, un grand bravo de la part de nos participants qui nous écoutent. Et je me joins à ces félicitations. On a une petite question pour vous dans le chat au sujet finalement de la dynamique des friches que vous avez représentées comme cycliques. Un de nos participants se demande si c'est pas plutôt une dynamique linéaire et voudrait avoir finalement votre avis là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors, c'est Madame Maktoug, il me semble, ouais, c'est ça. En fait, vous avez raison parce qu'on parle d'abord d'une dynamique linéaire avant de parler d'une dynamique cyclique, parce que ce qu'on a remarqué en premier lieu, c'est qu'il existait au sein des friches un processus de mutation qui se caractérisait avant tout par la régularité d'apparition de 4 phases successives, donc linéaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, d'abord la friche sans projet, la friche en vue de reconversion, la friche en reconversion et enfin la friche reconvertie qui n'est plus vraiment friche. Donc, d'abord, on a remarqué cette dynamique linéaire. Maintenant, ce qu'on a pu observer, en plus de ça, au-delà de ça, c'est que sur certains de nos terrains d'études, ces phases se répétaient. Donc, par exemple, je ne sais pas si on peut revenir sur le cas de la friche du Airsoft sur le site. Bon, c'est peut-être compliqué, tant pis. En tout cas, un de nos terrains d'études qui est un peu devenu l'exemple type de la friche qui a connu une répétition des phases, donc qui a connu un mouvement cyclique. En fait, c'était une friche qui était à l'origine une menuiserie voilà, c'est ça exactement. Ça montre plutôt bien. Mais donc cette menuiserie qui en fait par une mise en norme sécuritaire est devenue un projet de Airsoft officiel, et puis en fait la perte de normes sécuritaires et puis un changement de propriétaire, etc. A fait que cet espace est redevenu friche. Voilà. Donc en fait nous on part du postulat que d'une certaine manière les friches reflètent les évolutions de la société et s'adaptent aux mutations de nos villes en évoluant d'un sens comme de l'autre. Donc, ce qui les place, pas nécessairement toujours, mais quelquefois, voilà, dans un cycle. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça paraît très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose à la réponse d'Audrey ou c'est parfait pour vous et on passe à une autre Eric, tu peux peut-être question? rajouter quelque chose, toi qui as vu de tes yeux ce terrain et qui a interviewé quelqu'un qui y a travaillé? Oui, exactement. J'ai eu la chance de discuter avec un ancien organisateur de parties de Airsoft sur le terrain. Alors c'est vrai qu'on l'a pas explicité, mais le Airsoft, c'est un jeu de simulation de guerre où les pratiquants vont en fait utiliser des répliques d'armes pour pour se tirer de billes dessus. Évidemment, ils font ça avec des protections. Et
C'est vrai que ce jeune homme que j'ai pu rencontrer m'a expliqué à quel point il avait vu le terrain se dégrader. Il y a eu de nombreux incendies. Lui n'a pas connu évidemment le temps où le airsoft était une menuiserie, mais du fait des dégradations, l'occupation et l'activité de airsoft n'étaient absolument plus possibles sur le terrain, et c'est ce qui l'a mené à redevenir une friche finalement. Et j'ai pas grand-chose à rajouter sur l'aspect cyclique que Audrey a pu vous expliquer, mais en discutant avec cet organisateur, j'ai pu saisir à quel point même d'autres acteurs étaient conscients de cet aspect cyclique. Merci, Eri. Une autre question vient d'arriver sur les friches que vous avez visitées, de savoir si en fait vous pensez qu'elles sont assez spécifiques finalement des friches qu'on pourrait rencontrer en deuxième couronne, comparées à des friches qu'on pourrait rencontrer en milieu plus urbain. C'est peut-être une question qui est un peu difficile, vous qui n'avez pas pu faire énormément de terrain, notamment lié aux questions sanitaires, mais est-ce que vous avez des petits éléments de réponse? Il y a un type de friche que nous avons voilà, très peu évoqué et très peu vu, ce sont les friches agricoles, parce que forcément au sein d'un milieu urbain et même en couronne, c'est assez rare de rencontrer des espaces agricoles qui sont donc abandonnés et mis voilà, en friche. Sinon, en ce qui concerne les autres types de friches, donc ça a été au début de notre travail, on a essayé de recenser toutes les catégories de friches différentes et c'est à ça qu'a servi ensuite la mind map. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais on n'a pas trouvé Moi, je veux énormément de bien. différences territorialisées. La question parlait de milieu urbain plus dense. Je pense qu'une une différence à laquelle on peut penser, c'est la pression que connaissent ces espaces. Les Mureaux a plutôt connu une phase de désindustrialisation. Pour avoir échangé avec des acteurs de la ville, on sait qu'on est plutôt dans un contrôle de la population plutôt qu'une croissance effrénée, on va dire. J'imagine que c'est bien loin des dynamiques du cœur parisien, par exemple. Euh, je pense que c'est à ça que tiendrait grossièrement la différence. Merci. Il y avait quelques questions qui avaient été également posées dans le chat concernant de savoir s'il y avait une surface minimale pour parler officiellement d'une friche, à laquelle j'ai répondu qu'il n'y avait pas forcément de surface justement minimale pour parler de friche, que des très petites zones pouvaient en fait être considérées comme des friches. Donc ça, c'est ma réponse personnelle. Je ne sais pas si vous en avez une autre qui diffère, qui divergerait. On est totalement d'accord. La question de la taille, elle est très complexe en fait. Quand on regarde les définitions des friches, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition juridique claire. Si on prend par exemple le droit de la propriété du foncier de l'immobilier et le droit de l'environnement, on recense une taille des friches qui est de 5000 mètres carrés. Taille qui a également été acceptée par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, alors que par exemple à l'INSEE, une friche c'est 2000 mètres carrés. Et aujourd'hui, l'Institut Paris Région, elle, ne donne plus d'ordre de grandeur. Et nous, donc, nous avons choisi également dans notre définition de ne pas donner d'ordre de grandeur. Donc c'est pour ça que c'est très difficile en fait de donner une taille minimale, voire maximale aux friches, parce que bah, c'est très euh, vertical comme façon de voir les choses, alors que la friche, voilà, comme vous l'avez dit, même en étant très petite, elle peut être vue et être appropriée comme une friche par les chercheurs, par les habitants, etc. Je permets aussi de réagir par rapport à une question qui avait été posée sur savoir s'il existait un seuil ou un ratio défini lorsqu'une friche est transformée en un autre lieu pour protéger la biodiversité existante.
Alors, il faut savoir que pour ce genre de transformation, en fait, il n'y a aucune obligation et il n'y a pas de pratiques qui sont généralisées. Mais on peut s'appuyer sur des travaux en écologie urbaine qui rappellent notamment que en ville, ce serait bien de préserver un minimum de 30% de zones couvertes par de la végétation ou de l'eau dans un rayon de 200 km autour des habitations parce que ça améliorerait en fait la santé du citadin et assurerait une stabilité environnementale et limiterait le déclin de la biodiversité. Qu'une surface continue de nature de 4 hectares, ça permet de maintenir une biodiversité assez adaptée à la ville et que de maintenir des surfaces continues de 53 hectares, ça permet de maintenir une biodiversité urbanophobe. Et donc, c'est autant de résultats qui sont obtenus en écologie urbaine dont on peut dès à présent en fait s'inspirer si on veut aménager en fait la ville en prenant en compte la nature et justement si on veut réaménager ces friches en essayant de prendre en compte justement la biodiversité. En même temps, je regarde les questions. On me demande si on peut avoir le lien du site. Alors, évidemment que vous aurez le lien du site. On vous encourage même à le diffuser largement autour de vous pour que le plus grand nombre puisse prendre connaissance des travaux qui ont été réalisés par les étudiants pour en fait participer finalement à la découverte de cet écosystème qui est souvent en fait méconnu et désapprécié. Il est 19h28. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je ne sais pas si vous voulez avoir un mot pour la fin, s'il y avait quelque chose que vous souhaitez partager avec nos participants avant de nous quitter. Non, et ben. Merci. Enfin, juste remercier tout le monde d'avoir assisté et d'être resté jusqu'à la fin. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et ce webinaire sera mis en replay. Vous pourrez le revisualiser et le partager avec qui vous le souhaitez. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous.